Bonjour à tous, bienvenue dans Smartcom, votre rendez-vous mensuel sur Bismart en partenariat avec entreprises et médias, associations et think tanks, des directeurs de la communication des grandes entreprises et organisations. Alors vous en avez l'habitude, chaque mois on décortique ensemble les grands enjeux auxquels doit faire face la communication d'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Et ce mois-ci, je vous propose de nous intéresser de plus près au lien entre com corporate et réseaux sociaux. D'abord, comment est-ce qu'on choisit les réseaux sociaux sur lesquels on doit aller? Est-ce que l'entreprise doit d'ailleurs être présente sur l'ensemble des réseaux sociaux? Qui, dans ce cas, doit prendre la parole? Quels sont les écueils à éviter? On en parle tout de suite dans Smartcom. Et pour commencer ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuelle Raveau, directrice de la communication et du marketing d'EY France. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. À vos côtés, Xavier Guépet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et de la marque Île-de-France Mobilité. Et Leïla Salimi, bonjour. Bonjour Elie. Vous êtes directrice de la communication institutionnelle du groupe BRED. Moi d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table, savoir quels sont vos rapports, ou plutôt les rapports de vos entreprises avec les réseaux sociaux. Quels sont les réseaux que vous utilisez? Est-ce que vous les utilisez tous? Est-ce qu'il y en a que vous privilégiez? Comment ça se passe chez vous, Leïla? Alors nous, de notre côté à la BRED, on privilégie LinkedIn pour la communication corporate. On estime que c'est le réseau qui nous correspond le mieux pour porter la voix institutionnelle. On est également sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, on a constaté que les sujets financiers, en tout cas la banque, n'étaient pas très conversationnels. Donc c'est plutôt un canal sur lequel on investit le terrain avec nos clients. Aussi sur le terrain des réclamations avec les clients. Et sur la présence institutionnelle sur Twitter, on est plutôt sur le sponsoring partenariat de la voile, qui est le sponsoring de notre groupe. Et puis également en lien avec la presse et les médias qui aiment bien ce réseau social. Et Facebook, pour finir, on est vraiment aussi uniquement sur un canal client et une communication très client et très produit. Emmanuel, comment ça se passe chez EY? C'est à peu près la même chose qu'à la BRED, c'est-à-dire qu'on privilégie aussi LinkedIn. Alors nous, on a une petite particularité parce que notre réseau mondial EY, on n'a pas de LinkedIn pays, donc on dépend de ce réseau. Donc on a à la fois de l'anglais, du français, donc c'est important de venir le nourrir aussi régulièrement. C'est aussi le canal qui est utilisé par les dirigeants majoritairement B2B, c'est celui qui nous permet aussi de faire émerger des experts ou des avis. On a aussi Twitter qui est un peu moins utilisé. Alors après, en fonction de ce que va devenir Twitter, on verra quelle utilisation on va C'est vrai que là, pour l'instant, on ne va pas se prononcer. C'est assez... et puis pour la marque employeur, on a aussi en plus Facebook et puis Instagram, parce que c'est aussi une population qui va picorer un peu partout de l'information. Xavier, comment ça se passe chez Île-de-France Mobilité? Écoutez, ça se passe très bien, je vous remercie. Ça se passe bien. Ça se passe très bien, avec la particularité, effectivement, par rapport à mes deux consoeurs, où on est une marque qui est très jeune, Île-de-France Mobilité, et on est en train de faire un virage du B2B vers le B2C, puisque, si je puis me permettre cette petite présentation d'Île-de-France Mobilité, on est la marque qui va devenir la marque des transports en Île-de-France. Donc on joue dans un univers avec la RATP, avec Transilien, avec d'autres opérateurs de transport. Donc on s'installe petit à petit dans un univers conversationnel par rapport à ce que vous disiez. Autant vous dire qu'on a beaucoup de conversations sur les transports, surtout en ce moment. Et donc on est à peu près sur tous les canaux conversationnels classiques, donc Twitter pour faire de l'information. On a Facebook pour essayer d'animer un esprit autour de toute la stratégie d'Île-de-France Mobilité. Et ensuite, on a LinkedIn, Instagram, dans lesquels on est en train de se développer également. Donc on est vraiment en train de prendre pied dans les réseaux sociaux. Ça doit faire à peu près 5 ans qu'on s'est lancé dans les réseaux sociaux. Donc on progresse petit à petit dans le conversationnel, dans la production de contenu, pour essayer d'aller d'un côté expliquer la stratégie d'Île-de-France Mobilité et de positionner la marque, et d'autre part, comme vous le disiez, sur LinkedIn, pour aller chercher aussi, recruter et aller faire plus de la pédagogie, là sur plus un canal qui est B2B. On va évacuer le sujet, personne ne m'a cité TikTok. Non. Alors, en sponsoring. En sponsoring. On a déjà fait. Alors, je dois bien avouer que ce n'est pas moi qui valide les vidéos TikTok, parce que je me considère en dehors de la cible. On en a fait une avec une vidéo virale qui a très bien marché en termes de chansons, que je ne vous chanterai pas, mais qui a très bien marché donc avec la population, mais ce n'est pas un canal sur lequel on est. D'accord. Pas sur TikTok non plus. Et c'était quoi, Xavier, juste l'objectif de cette vidéo TikTok? C'était sur le pass imaginaire. Donc on incitait les jeunes à utiliser leur pass imaginaire, et avec
une ritournelle qui était très très bien, mais quand on a fait les tests, et j'ai entendu ça dans tous les bureaux, c'était C'est une expérience particulière en tout cas. Et donc, il faut savoir se retirer de temps en temps, se dire écoutez, en fait, je suis plus du tout la cible, donc c'est pas moi qui vais valider cette chose-là. Mais ça marche apparemment très très bien sur la cible jeune. Ouais. Emmanuel, quelle place occupent les réseaux sociaux dans votre action de communication? Est-ce que vous arriviez à quantifier le temps que vous passez ou que vos équipes passent à fournir du contenu pour alimenter ces réseaux sociaux? Alors, je ne saurais pas exactement le quantifier, mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est devenu un canal absolument incontournable. Il y a eu une accélération pendant et post-période de Covid, parce que la diffusion de l'information, alors ça a été positif. Alors après, on y trouve des points positifs et d'autres un peu moins, peut-être parfois positifs, mais c'est vraiment important, et tout ce qui est, tous les sujets, à un moment ou à un autre, passent par le canal. Alors nous, comme je le disais, majoritairement de LinkedIn, soit par la voie corporate, mais plutôt incarnée, parce que il y a des choses une marque, notre marque. Alors c'est important qu'on diffuse de l'information via notre marque, et comme je le disais, surtout en français, pour montrer que nous ne sommes pas un gros cabinet américain sans ancrage territorial, mais très incarné aussi, et les sujets doivent être vraiment incarnés avec beaucoup d'exigences, j'allais dire de vérité, et puis d'expertise, et autant faire se peut de porter un avis, parce que c'est ce qui est important aussi, parce que parler pour parler ne sert pas à grand-chose. Enfin, il y en a qui le font très bien sur les médias sociaux, mais en l'occurrence, on essaye de se mettre dans une autre configuration. Mais c'est intéressant ce terme d'incarnation. Leïla, justement, qui incarne la parole de la BRED? Est-ce que c'est du pur corporate, ou est-ce que vous avez des speakers dédiés pour certains sujets? On est plus sur du pur corporate. On est effectivement dans une communication très incarnée sur LinkedIn. Alors, il y a évidemment notre directeur général qui a une appétence et une présence forte sur LinkedIn, mais pas seulement. On a de très bons ambassadeurs. On a un programme d'employee advocacy en interne qui nous permet d'avoir des ambassadeurs sur LinkedIn qui viennent incarner, qui ont une communication très authentique, qui est pour certains tout à fait naturelle et spontanée, même si on reste dans des sujets institutionnels. Mais effectivement, l'incarnation aujourd'hui, en plus, quand on est une banque de proximité engagée dans ces territoires, c'est forcément plus impactant quand elle est portée par des ambassadeurs de la BRED et par des collaborateurs de la BRED. Et vous les formez à cette prise de parole, ou vous les laissez comme ça spontanément vous représenter, parce que c'est délicat comme sujet? C'est tout finalement l'angle de ce programme d'employee advocacy, c'est à la fois de capitaliser sur les gens qui ont quand même une appétence naturelle pour les réseaux sociaux. On va rarement chercher des gens qui n'aiment pas ça, qui n'en ont pas envie. Donc, on voit ceux qui ont cette fibre-là, et ensuite, à partir de là, effectivement, on les accompagne, on pousse des contenus, mais ils nous proposent aussi des contenus. C'est du win-win, et c'est dans les deux sens. Et donc, c'est à la fois quelque chose de corporate, donc qui correspond à la stratégie, aux valeurs et au discours de l'entreprise, c'est sûr, mais qui est quand même tourné de manière très authentique et très naturelle par nos directeurs, nos ambassadeurs. Et puis en plus, on n'est même pas dans une histoire de hiérarchie ou de niveau, puisque on a évidemment des membres du comité exécutif, mais on a aussi des directeurs régionaux qui sont sur le terrain. Les équipes commerciales chez nous sur LinkedIn sont très très engagées. Et par exemple, pour des événements qui restent très locaux, nous, sur le compte BRED, on ne va pas forcément reprendre cette actualité parce qu'elle reste très ciblée, très locale, mais ça va plutôt se passer par nos équipes sur place, ce qui pour moi est vraiment l'incarnation totale de ce qu'est une banque de proximité engagée dans ces territoires. Même liberté chez vous, Emmanuel, chez EY? Oui, alors liberté, oui, l'incarnation est vraiment hyper importante. C'est-à-dire qu'effectivement, on va pousser des informations via le compte corporate, mais on voit bien, en parlant de mesures, que l'engagement est beaucoup plus fort quand c'est, par exemple, le compte LinkedIn de notre président qui va relayer la même information parce qu'il l'aura incarné. Et puis, voilà, on change probablement un peu la ligne éditoriale. Enfin, on la change, on l'adapte, la ligne éditoriale. De la même façon aussi pour nos associés, nos experts. Alors nous, on a tout le monde, enfin on est assez nombreux aussi, mais on a des personnes qui sont soit plus à l'aise, sont plus, on va dire, habituées aux médias sociaux et les manipulent très très bien, mais que ce soit au sein de nos métiers ou de nos différents pôles d'expertise sectorielle, on a des personnes qui sont, on va dire, pré-identifiées pour aller porter des messages, et c'est ce qui fait aussi que vis-à-vis de l'externe, et on le voit bien parce qu'on a eu quelques exemples, vis-à-vis de l'externe, ces personnes-là
sont à la fois identifiés, reconnus, vont être appelés par des médias comme le vôtre ou d'autres médias pour venir parler d'un sujet ou d'un autre. Et on a aussi, tout ce qui est employé advocacy est extrêmement important. On a un outil interne qui, tous les matins, pousse de l'information qui est rédigée, alors là c'est dans l'équipe, par les collaborateurs de l'équipe, et donc chacun peut à sa guise partager l'information, mais... Il y a un sujet aussi très important qui nous tient à cœur, alors qu'on n'arrive pas toujours à coordonner, c'est la ligne éditoriale selon le moment. Alors je dis une petite blague, mais ce sera bientôt, donc ça va faire un peu comme le mois du blanc, c'est-à-dire que dans un seul mois, pas parler d'un sujet X, Y, Z, tout ce que vous voulez, tout mélanger, parce que voilà, ça brouille quand même un peu la parole aussi, et puis les sujets. Mais ça, c'est jamais facile. Alors, c'est un peu la rançon de la gloire. C'est-à-dire que beaucoup veulent s'exprimer ou nous portent des sujets. Bon, on essaye de faire en sorte de garder le temple autant que faire se peut. Xavier, sur cette question de l'incarnation, comment vous envisagez les choses chez Île-de-France Mobilité? C'est peut-être plus compliqué que pour vos deux camarades qui sont sur des sujets très corporate, et vous êtes un peu frontal avec l'usager. Comment vous faites? On n'est pas encore tout à fait frontal, c'est justement toute cette notion de transition, mais effectivement en termes d'incarnation, on a quand même une présidente qui est très emblématique, puisque c'est Valérie Pécresse. Donc il faut composer avec cette personnalité qui publie et qui prend la parole régulièrement. Donc on accompagne cette prise de parole, et à la différence de mes consoeurs, c'est que je vais plutôt freiner sur les personnes à prendre la parole en leur nom, puisque c'est quand même des sujets qui peuvent être très vite violents, j'allais dire, les transports, quand ça ne fonctionne pas, les choses comme ça. Donc autant dans mon ancienne entreprise, j'avais poussé cette notion d'ambassadeur, de e-ambassadeur, pour incarner une technologie, une expertise. Autant chez Île-de-France Mobilité, pour l'instant, je me tiens loin de ça. Enfin, je tiens les employés assez loin de ça pour éviter de s'exposer à des critiques acerbes sur les réseaux sociaux, sur le train ne fonctionne pas ou le métro, quoi que ce soit. Donc, sachant que c'est des gens qui s'investissent énormément, et je ne voudrais pas qu'ils soient confrontés parfois à cette violence. Donc on a une présidente qui incarne la vision, et Île-de-France Mobilité qui reste très sur la stratégie, sur la pédagogie, donc, et qui parle vraiment au nom de l'entité publique. Moi, j'avais une autre question pour vous, Leïla, c'est comment vous planifiez cette prise de parole? Parce qu'effectivement, vous avez la com corporate pure, le dirigeant au-dessus, mais aussi les employés advocacy. Donc, comment est-ce que vous coordonnez tout ça? Est-ce que vous faites un petit planning de qui va prendre la parole à quel moment, comme laissait entendre un petit peu Emmanuel tout à l'heure? Oui, ça s'apparente à ce que disait Emmanuel. On a à la fois un planning éditorial qui est très ciblé, qui est lié à nos grandes actus, résultats, orientation stratégique, aux actualités un petit peu plus RSE, engagement. Enfin, voilà, il y a des mois un petit peu dédiés comme ça à des grandes thématiques où nos communications... C'est pas le mois du blanc, mais c'est le mois de la marque employeur, c'est ça? Donc, on a des comités éditoriaux en interne avec les principaux clients et les directions avec lesquelles on interagit. Donc, effectivement, il y a une dose de planification, mais ensuite, à la Bren, en tout cas, on est aussi vraiment dans une authenticité réelle de certains collaborateurs. Donc, on n'est pas là non plus pour freiner certaines communications sur une prise de parole lié à un événement local, l'égalité des chances, enfin toutes les grandes thématiques qui sont au cœur de nos valeurs. Ça peut rester très spontané, ou alors l'opérationnel nous tient au courant et nous dit j'ai cette idée de poste, qu'est-ce que vous en pensez? On peut l'accompagner dans la rédaction en fonction de son degré de connaissance et d'appétence pour les réseaux sociaux. Mais c'est un dosage entre les deux. À la fois, il faut que ce soit quelque chose d'aligné, de coordonné, mais il ne faut pas non plus complètement dénaturer le côté authentique et vrai, puisque c'est ce qui fonctionne ensuite au niveau de l'engagement, du taux d'engagement et des vues et des likes. Emmanuel, est-ce que vous validez quand toute prise de parole de vos employés, ou est-ce que vous les laissez libres de s'approprier la marque? Alors non, on ne peut pas tout valider parce que ce serait... En revanche, on donne quelques guidelines aux uns et aux autres. On a alors une petite bible comme ça, mais tout le monde ne lit pas non plus la bible des médias sociaux d'IY Monde. Mais bon, voilà, on leur fait comprendre que ce qui est
Enfin, que c'est une parole qui les engage eux, qui engage l'entreprise. Et puis, c'est aussi dans un souci j'allais dire, de transparence et de vérité constante. C'est que aujourd'hui, mais je suppose que mes camarades en font le constat aussi, tout ce qui se dit en externe part en externe et vice-versa, de manière extrêmement instantanée. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'être vigilant dans ce qu'on va écrire, dans ce qu'on va dire, parce que je pense que c'est aussi un engagement de l'entreprise que d'être à la fois sincère dans ses propos et puis de ne pas aller faire de surenchère ou de raconter un peu n'importe quoi, et de faire aussi très attention à la surréaction. Je pense qu'on a tous envie, moi parfois je lis des trucs ou je vois des trucs, j'aurais envie d'écrire. C'est épidermique parfois, on a très envie. Et je me dis non, on ne le fait pas, parce qu'après, bon voilà, c'est pas forcément mon rôle non plus de le faire, mais je pense que c'est un exercice qui est... Enfin, les médias sociaux sont vraiment un média à manipuler avec beaucoup de précautions, parce que ça peut exploser, ou au moins faire des étincelles de manière extrêmement instantanée. Donc il faut toujours être vigilant. Mais on fait confiance à l'ensemble des associés, des collaborateurs de la maison pour être garant de leurs propos. Xavier, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être un risque, en tout cas pour certains de vos employés. Alors quels sont les avantages que vous trouvez dans les réseaux sociaux à faire vivre cette marque ? À faire beaucoup de pédagogie déjà, puisque donc cette marque est en train d'arriver et de s'installer petit à petit et de se développer partout en Ile-de-France. Donc il faut qu'on arrive à expliquer à tous les Franciliens qui on est, qu'est-ce qu'on fait, expliquer aussi pourquoi des projets prennent du temps, puisqu'on est dans le monde des transports en commun, donc le moindre projet peut prendre 5, 10, 15 ans. Enfin, on est tous bien confrontés, surtout en ce moment, avec beaucoup de travaux, de régénération. Donc il faut qu'on explique aux gens et aux voyageurs que tout ce qui est en train de se passer, pour moi, ce qui est important, c'est de donner un cap, c'est de bien montrer que tout ça est organisé, réfléchi, puisque, comme on le dit, dans les réseaux sociaux, parfois les commentaires sont plutôt... désobligeants, on va dire. Sur certains réseaux, plus que sur d'autres d'ailleurs. Voilà, donc, mais heureusement, avec Twitter, maintenant, on sait qu'on va passer à 4000 caractères, je crois, donc ça laissera encore plus libre cours à l'expression. Ça va être très bien, parce qu'on arrive à contenir la méchanceté sur 256 caractères, mais là, on va être à 4000, donc ça va être très, très bien. Mais donc, on a fait beaucoup de pédagogie, d'expliquer, surtout en ce moment, là, typiquement, on est en plein dans l'augmentation du pass Navigo. Oui, bien sûr. Donc, on est en train d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on augmente. On sait très bien que c'est extrêmement désagréable pour tout le monde, mais il faut quand même qu'on explique le coût de fonctionnement d'un réseau de transport en commun comme celui d'Île-de-France Mobilité, avec des lignes de métro, de train, de tramway. Donc il faut quand même qu'on explique. On ne dit pas que ça soit compris, mais au moins expliquer ce qui est en train de se passer. Donc on fait beaucoup cette pédagogie d'expliquer, de mettre en regard les dépenses, le budget d'Île-de-France Mobilité en fonctionnement. C'est 11 milliards par an pour faire tourner les transports en commun en Île-de-France, c'est 11 milliards. Donc il faut aussi expliquer aux gens que c'est des sommes colossales et c'est aussi des outils industriels. Donc il faut qu'on explique toujours et encore. Donc toujours cette pédagogie. Et du coup, vous répondez à tous les commentaires? Alors, pas à tous, mais effectivement, on s'est organisé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre B2B et B2C. Effectivement, on s'est structuré de plus en plus, puisque c'est, je veux dire, la rançon de la gloire avec cette marque qui se déploie de plus en plus. Donc on s'est équipé. Auparavant, il y avait une personne qui gérait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 community managers qui travaillent à temps plein, mais qui s'appuient aussi sur les community managers des opérateurs. Donc on est synchronisé avec les équipes de Transilien, avec la RATP, Transdev, Keolis. Donc on se synchronise tous. Et on a aussi une agence qui gère toutes les questions de j'ai perdu mon pass Navigo, mais pourquoi la ligne de bus est en panne et pourquoi. Donc tout ça, il y a une agence qui est derrière et qui soit répond directement aux gens, soit transfère aux personnes compétentes et qui ont les informations. Donc on gère ce double niveau, plutôt chez Île-de-France Mobilité pour la production de contenu, tout ce qui est la pédagogie ou les réponses un petit peu, on le soulignait tout à l'heure, un peu plus politiques parfois, donc c'est plus délicat pour répondre. Quand tu disais le terme d'étincelle, c'est exactement ça, c'est dire, alors ceux-là de poste, je les valide 2 fois. Dire, non, là, on ne va pas écrire ça. Non. Là aussi, en termes d'anecdote, quand on me dit, tiens, dès 2035, on aura ça, je dis, écoutez, non, vous m'enlevez le D. Parce qu'à l'échelle ferroviaire, c'est bientôt, mais à l'échelle du commun des mortels, c'est beaucoup trop loin. Donc voilà, donc c'est ce genre de choses parfois à gérer. Et donc, on a vraiment la partie, par rapport au thème de l'émission, très corporate chez Île-de-France Mobilité, et tout ce qui est B2C, qui est dans une logique de relation client, qui est en train de s'élaborer avec la montée en puissance de la marque. Donc là, on a une agence qui traite ces sujets-là. Et là, vous appuyez aussi sur des compétences extérieures pour produire vos contenus, vous aider comme
comme vient de le décrire Xavier? Non, chez nous, c'est essentiellement en interne. Je le rejoins en tout cas sur la partie pédagogie. Parce qu'il est vrai que même pour une banque, c'est important de faire de la pédagogie sur ce qu'est une banque, finalement sa vocation sociétale, etc. Et donc je sais qu'il y a 2 ans, on avait développé des capsules vidéo de notre directeur général qui expliquaient tout simplement à quoi sert une banque. Et on a décliné ça en 10 épisodes, ça avait franchement bien marché. Et qui expliquait très facilement en 10 minutes à chaque fois, à la fois la vertu sociétale, comment on calcule un PNB, comment s'organise une banque. Et donc finalement, on est un peu tous dans ces sujets de pédagogie, d'explication et aussi d'éléments de preuve aussi, quelque part, sur les discours qu'on peut avoir les uns et les autres. La pédagogie aussi, Emmanuel, chez vous, parce que je me dis, EY, c'est pas forcément des métiers très concrets quand on ne connaît pas forcément la marque, on n'est pas dans ce milieu-là. J'imagine, notamment en termes de marque employeur, il y a un enjeu là-dessus. Oui, il y a un enjeu en termes de marque employeur, bien que parfois les étudiants, quand ils postulent chez EY, ils savent à peu près où ils vont Normalement, mettre les ils pieds, savent. Mais on fait de la pédagogie sur l'ensemble de nos autres sujets. Alors, on utilise beaucoup, nous aussi, on a une équipe interne. On a d'ailleurs un petit studio qui nous sert à faire pas mal de vidéos et on a lancé des émissions style décryptage et autres qui nous permettent d'expliquer un peu plus en détail. Alors, pas uniquement notre métier de manière... mais par le biais de sujets divers et variés, comment est-ce que nous, on peut accompagner les entreprises. Donc, c'est une pédagogie en soi aussi. Et c'est vrai que c'est très important parce que c'est là où le corporate peut être utile à un moment parce que on parle de l'entreprise, on agit sur la marque, mais derrière, il y a tellement d'équipes, de secteurs, de sous-secteurs, de segments. C'est important de donner à voir l'ensemble de tout ce qui est fait au sein d'une même marque. Comment est-ce qu'on parle souvent de la mesure, et je sais qu'aujourd'hui, les DIRCOM sont de plus en plus interrogés sur la mesure de leurs actions. Par exemple, Xavier, comment vous mesurez le résultat de vos actions de communication sur les réseaux sociaux? Alors, de manière extrêmement pragmatique, là aussi, on démarre. Donc, on mesure déjà simplement la progression du nombre de nos abonnés. Donc, on voit très vite si on a une tendance à monter, à baisser. Après, alors mes community managers en parleraient quand même beaucoup mieux que moi, mais c'est effectivement les taux d'engagement. Voire effectivement, quand on poste un contenu, là aussi, il faut avoir du recul parce que là, entre notre appétence à dire, tiens, on aimerait bien, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a envie parfois de rebondir sur un sujet, mais là aussi, se mettre à la place des gens qui nous suivent. Donc, on se rend bien compte, là, pour Île-de-France Mobilité, je sais que dès qu'on poste des contenus sur les nouveaux trains ou les nouveaux métros, on a un taux d'engagement qui va être très, très important, alors que quand on parle de finances, moins. Un peu moins. Voilà, mais donc le taux d'engagement, et puis après, dès que vous allez sur les campagnes sponsorisées, puisque là aussi, parfois, on pousse des projets, là, vous avez les taux de clics, toutes ces choses-là donc, qui peuvent se mesurer. Mais c'est vrai que dans une logique purement corporate, on regarde effectivement l'évolution du nombre d'abonnés, et puis après, les ratios sur le taux d'engagement, qui fait est-ce qu'on a bien fait de produire ce contenu ou pas, pour là aussi s'adapter. Alors parfois, on persiste en se disant, mais c'est vraiment un sujet important pour nous, donc on continue, même si on sait qu'on aura des nombres de vues et des taux d'engagement qui seront moindres, mais il faut quand même laisser une trace numérique en disant si quelqu'un en recherche, on aura cette explication. Et d'autres sujets sur lesquels on va aller faire un peu plus de contenu. Typiquement, là, on est en train de lancer une série sur la production du futur RERB, donc on va suivre la construction et on sait que normalement ça marche très très bien. Ouais. Emmanuel, c'est le taux d'engagement aussi que vous regardez, le nombre d'abonnés. En fait. Alors on regarde aussi la corrélation avec sujet, taux d'engagement et puis ceux qui poussent c'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois on a des personnes qui vont publier beaucoup de messages, et c'est super, mais elles n'ont pas forcément le taux d'engagement nécessaire derrière parce que le réseau n'est peut-être pas assez suffisamment constitué. Donc ces personnes-là, on va les aider à constituer leur réseau parce qu'on voit que le taux d'engagement est bon et donc voilà, il y a une petite équation à faire et ça c'est vrai que c'est important. Alors après il y a tout un tas d'autres mesures, les impressions, les bidules, mais bon ça sort des millions, des chiffres de millions. Je sais pas, je pense que de temps en temps il faut être un peu pragmatique, oui. Ouais. Mais comment vous les aidez alors à construire leur réseau une fois que... Après, en fait, on va regarder à la fois le métier, l'environnement dans lequel les uns et les autres opèrent. Et puis, il y a quelques petits tips pour dire, on peut s'abonner en s'abonnant peut-être à certaines personnes. On va être abonné en retour. Ou on a des outils aussi sur LinkedIn qui nous aident aussi à faire cela. Et puis, d'être toujours de taguer des gens. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de petits trucs
qui permettent d'interpeller un public externe, donc un futur réseau, s'il n'est pas encore là, qui va, en fonction de la qualité de l'information et puis de l'intérêt de l'information, se dire, ah bah tiens, cette personne... elle publie des contenus qui m'intéressent, qui sont de bonne qualité, donc je vais la suivre. Voilà, ça grandit, ça grossit, pas à pas comme ça. Et Leïla, C'est les mêmes indicateurs. Après, j'ajouterais peut-être aussi la rapidité de commentaires et de reposts. Quand on lance une campagne, un premier post, en général, c'est assez révélateur ensuite de l'engagement que suscite ce post. Donc il y a aussi un côté très viralité immédiate qui peut être un bon indicateur d'un lancement de campagne en tout cas. vous n'avez jamais eu de déboire particulier sur les réseaux sociaux ? Ou pas que vous ayez envie de raconter, en tout cas c'est ça. Des bois, non, je pense que c'est assez classique, des commentaires négatifs de clients. Pas d'histoire de faux comptes qui vous auraient... Nous, on a beaucoup de sujets de faux comptes sur TikTok essentiellement, mais aussi sur Facebook. Alors pour une banque, c'est particulièrement sérieux. Et de faux comptes de collaborateurs aussi. Ah oui. Oui. Mais ce qui revient toujours à nos grands messages sur les comptes frauduleux, sur la vigilance des clients qu'on lance régulièrement sur tous nos canaux de communication et sur le fait, voilà, le moindre doute, il faut se rapprocher de son conseiller et voilà, et bien s'assurer que le message vient de lui ou d'elle. C'est qu'on travaille en très étroite collaboration avec les services du juridique et les veilles sur les dépôts de marque ou les noms de domaine. Parce que parfois, vous enlevez une lettre et vous avez un nom de domaine qui apparaît avec un Navigo, avec 2G ou des choses comme ça. Ah, ça vous arrive à vous aussi alors ? Oui. Oui, bah, dès qu'il y a de l'argent, en général, ça intéresse. Ah bah oui, voilà. forcément, c'est vrai. Voilà, donc il y a eu des tentatives justement de dépôt de nom de domaine pour aller récupérer des numéros de carte, des choses comme ça. Donc on est extrêmement vigilant et on suit en permanence ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi pour s'assurer que les voyageurs voyagent en toute sécurité, dans le sens où ils ne se retrouvent pas sur un faux site internet Navigo ou à déposer des coordonnées bancaires, des choses comme ça. Donc on doit réagir là. Quand tu parlais de réactivité, effectivement, on doit aller très très vite parce que les alertes remontent. Il faut tout de suite faire des mises en demeure et faire bloquer les comptes. Et donc on est très rodé maintenant pour faire ce genre de choses. Mais effectivement, c'est bien une collaboration qui se met en place entre services. On dit attention, il y a soit les community managers, soit le juridique avec la veille qui nous remonte les choses. Et très vite, on ne peut pas laisser la place au moindre doute. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont l'idée de faire ça, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, mais surtout, il faut qu'on leur envoie tout de suite le message en disant on ne laissera pas passer. Donc, on envoie, on fait des mises en demeure systématiques et on attaque systématiquement. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Xavier Guépet, directeur de la communication et de la marque d'Île-de-France Mobilité. Emmanuelle Raveau, directrice de la communication et du marketing d'EY France. Leïla Salimi, directrice de la communication institutionnelle du groupe BRED. C'est la fin de cette émission. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smartcom.